en passant aussi, comme j'ai les micros, j'ai fait de la promo régulièrement, les lancements littéraires ici et la table avec au Labourdonnais une fois par mois, le premier jeudi du mois, où il y a une conférence sous le label gastronomie, histoire et gastronomie. Pour ceux qui sont déjà venus, faites la promotion, on peut passer une très agréable soirée, et pour ça aussi, vous pouvez laisser vos coordonnées avec Mégane. Cela dit, nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement du livre de Alix le Juge, avec ce très beau titre, Le souffle de l'arbre. Moi je trouve que c'est très poétique, enfin, Le souffle de l'arbre, la construction d'une pirogue de régate. Alors, qui n'a pas vu les régates à Maïbourg à l'époque? Quand on était enfant, on allait voir les régates. C'était un déplacement du bout du monde pour quitter Port-Louis pour aller voir les régates à Maïbourg. Et maintenant, c'est devenu un événement assez régulier. Je vois Marcel Zénoé, sa place est devant. Marcel, tu viens ici. Il joue le faux modeste pour que je l'interpelle. Et donc, moi, le titre m'a interpellé tout de suite, Le souffle de l'arbre, et immédiatement, j'ai téléphoné à Alix pour faire son interview pour Dimanche Culture, justement, et où, d'abord, elle est venue assez timidement, frileuse, à la limite, me disant, écoutez, vous me faites chier de m'avoir invité. Je lui ai dit, non, ça va être une conversation comme sur une tasse de thé ou de café. 17 minutes plus loin, je n'arrivais plus à l'arrêter. Elle parlait tellement d'abondance, comme une femme de passion pour ce qu'elle a vécu avec la construction de cette pirogue. Donc elle a parlé avec passion en tant que témoin de cette construction. Et tant mieux pour nous. Et il est évident, comme c'est la première fois que je vois ça, je me suis intéressé à M. Lamarck, dont on me dit qu'il avait commencé à construire des bateaux à l'âge de 17 ans. Forcément, là, il y a eu une opération de transmission qui a dû avoir lieu de père en fils, ou même peut-être de grand-père en père et en fils, et que ce chantier se trouve à la cité Lachaud. Pour ceux qui n'habitent pas le Sud, ils ne peuvent pas connaître la cité Lachaud, forcément. Moi, je connais très très bien la cité Lachaud, non pas pour y avoir vécu, mais pour y avoir été candidat en 83 à Maïbourg. Alors là, c'était un coupe-gorge, carrément. Pour entrer là-dedans, il fallait, dire montrer patte blanche, non. Il fallait montrer patte bleue. Puisque c'était essentiellement BMSD à l'époque. Et puis, la cité Lachaud a acquis une très mauvaise réputation par la suite, comme beaucoup d'autres cités, comme le berceau de la drogue, etc., etc. Sauf depuis quelque temps, il semblerait, c'est pas parce qu'on a transformé cité en résidence que les mœurs ont changé dans les cités, c'est resté toujours pareil, mais il y a comme un besoin des habitants des cités de s'en sortir, parce que ces cités ont été, d'abord c'était lumpenprolétariat, d'ailleurs à Beaubassin on appelait ça la cité, on appelait ça la planète des singes, je peux vous dire. Même les taxis refusaient d'aller dans ces cités-là, sauf que quand les artisans ont commencé à habiter les cités, les mœurs ont changé, et maintenant ce sont des gens tout à fait respectables. Pour vous dire, là, M. Lamarck a habité cette cité, je suppose, pendant de très nombreuses années, et son fils a commencé donc à construire les bateaux à l'âge de 17 ans, et depuis, d'après ce que Alix nous raconte, de 70 à nos jours, il a construit une centaine de bateaux. C'est pas une mince affaire quand même.
Et il semblerait que pour cette période plus particulièrement, cela a été une commande particulière d'un ami commun qui n'est pas là, qui n'est pas encore arrivé ou qui n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé. Oui, je sais. Moi je n'ai pas dit le nom, c'est lui, c'est elle qui dit, c'est Philippe Cervelo qui a commandé le navire et cela lui a été remis, va lui être remis. Ça a déjà navigué le bateau. Oui, il a déjà navigué. Déjà. Alors pour vous dire que le souffle de l'arbre continue sur les océans. Ben voilà pour l'essentiel de cette présentation de livre. Nous invitons maintenant Gaëtan Bell de nous dire quelques mots, voir comment il a vécu cette aventure. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde, mesdames, messieurs. Alex, le juge, les amis qui sont là, les amis artistes, les Smith et les autres. Donc, ça me fait toujours un grand plaisir, vous savez, depuis maintenant 5 ans ou 6 ans, que je participe au lancement des projets que le National Arts Fund contribue à réaliser à travers le financement. Parce que il y a beaucoup de projets, sinon la majorité de ces projets qui sont financés, sponsorisés par le National Arts Fund, les artistes vous disent que sans ce financement, ils n'auraient pas réalisé leur projet. Vous savez, un projet, c'est toujours dans le domaine du rêve. Un artiste, il vit tout le temps, mais les projets, ça se réalise, ça se matérialise quand on a les moyens de le faire, des ressources qu'il faut, financières et autres. Et c'est là qu'en 2018, le gouvernement a mis en place ce fonds pour justement donner la possibilité aux artistes de venir de l'avant avec leur projet et pour pouvoir matérialiser tout ce qu'ils avaient en tête et dans leur profond. Parce qu'un artiste, ça vit, c'est l'âme d'un artiste qui travaille toujours, qui fonctionne toujours. Et là, le projet d'Alex de Juge, c'est un projet qui, nous, au National Fund, nous aimons ce type de projet parce que nous favorisons, si vous voulez, l'innovation. C'est-à-dire que son projet, c'est un projet de créativité, mais à travers la fabrication d'une pirogue. Un petit peu, au départ même, on ne sait pas, je viens de lui parler, il me dit, mais on ne sait pas, elle c'était son talent d'artiste qui l'a amené à faire ce qu'elle avait à faire. Ça. Mais pour le projet de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, pour devenir un livre, et ça je pense c'est très louable, parce que ça va rester pour les âges, hein, un livre ça reste tout le temps. Et c'est là que comme c'est le projet nous a vraiment frappé. Et donc, et nous, comme des projets innovants, beaucoup de créativité, c'est ce qu'on recherche en fait. Et parce que tous les artistes ont droit à ce fonds. Celui qui se dit artiste, s'il vient à travers bien sûr le fonctionnement, le mécanisme qu'on a mis en place, il a droit à ce fonds. Et à travers les disciplines qu'il exerce, c'est un écrivain, et un poète, un artiste plasticien, un musicien, un théâtre, toutes les disciplines de cinéma. Donc jusqu'à présent, en 5 ans, on a financé à peu près 115 projets et on a essayé d'améliorer au fil, vous savez c'était nouveau, on a essayé d'améliorer le mécanisme pour rendre un petit peu plus flexible tout ça. Et même au niveau du quantum, on avait commencé à financer à 50% de la valeur totale du projet. Là, aujourd'hui, on est arrivé à 75% de la valeur du projet. Donc, c'est pour vous dire que oui, on ne finance pas que les artistes confirmés, on finance aussi ceux qui débutent. Et ceux qui débutent et qui démontrent qu'ils ont un potentiel artistique, ça aussi, il y a des signes et valables pour eux aussi. Donc, voilà, moi,
moi, c'est une occasion d'informer sur ce fonds. Beaucoup de gens reprochent, mais on ne connaît pas suffisamment sur le fonds, est-ce qu'on peut avoir accès, etc., etc. Donc, c'est un fonds qui fonctionne à partir des appels à projets. Initialement, c'était 3 par an, mais malheureusement, et la Covid est venue casser cette dynamique. Et maintenant, nous retrouvons peut-être un ou 2 par an. Et bon, mais c'est toujours là, le fonds fonctionne toujours. J'espère que le prochain budget va nous permettre de continuer à ça. Je n'ai pas de doute là-dessus. Et donc, moi, je souhaiterais à Alix comme je dirais, de continuer un parcours à travers cette imagination qu'elle avait au départ pour s'intéresser à la pirogue, tout simplement, et que ça devient un livre aujourd'hui, et un livre qui a une portée, une dimension culturelle, historique, et Finlay vient de le dire, les régates à Maurice, c'est toute une beauté pour les yeux et pour l'âme, de voir ces régates et ces belles couleurs, et rouler sur le flou, etc. Donc, c'est magnifique. Et merci beaucoup pour cette belle initiative, Alix. Et plein de réussite dans ce que vous entreprenez. Mais je vous remercie de votre attention. Merci. Disons, le National Arts Fund a le mérite d'exister, au moins. Mais gagnerait à se faire peut-être mieux connaître. Parce que moi qui fréquente beaucoup ce milieu-là, artistes, écrivains, peintres, etc., tu poses des questions. Quels sont les critères qui président au choix d'un financement? Et je crois que faut que je l'interviewe pour Dimanche Culture, justement, pour démocratiser un peu le fonctionnement et les critères du National Arts Fund. C'est très bien que l'œuvre l'ouvrage de Alix a été soutenu financièrement. J'imagine le coût que ça va représenter. On en a parlé, une exposition de peinture au Codon Center. C'est prohibitif à la limite. Mais qu'importe. Je voudrais ajouter peut-être une petite anecdote quand on voit toutes ces esquisses. Quand on feuillette le livre, il y a un désir d'évasion, forcément. Et ça me rappelle un peu mon adolescence, quand on descend sur la capitale à l'époque, c'était après le pont de la Grande Rivière Nord-Ouest, il y avait un chantier naval. Je ne sais pas si certains se souviennent de ça. Alors, quand on allait à l'école, quand on allait travailler, bousculé par le rythme de vie. Et là, quand on traverse, je crois que c'était à la place du garage Bala en ce moment, il y avait un chantier naval. Donc quelqu'un me disait dans la foule tout à l'heure que c'était exactement comme c'était, comme c'est à La Chaux. On se plaisait à voyager avant d'arriver à Port-Louis en pensant à ces bateaux, à ces pirogues, à ces navires sur les océans. Alors là, on va demander à l'auteur elle-même de venir nous parler de son expérience, de ce qu'elle a vécu depuis qu'elle a commencé à fréquenter, elle aussi, ce chantier de la Cité de La Chaux, qui nous a permis d'avoir ce bel ouvrage aujourd'hui. Un gros applaudissement, bien entendu. Monsieur Abel, Monsieur Ludovic Lagesse, merci beaucoup d'être là. Ça ne marche pas? Je suis un petit peu nerveuse, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Je ne sais pas. Ça marche. Oui, là, ça marche. Je l'entends. Alors, je redis merci à M. Abel, merci à M. Ludovic Lagesse
directeur de NSIPA. Chers amis, chers invités, merci de votre présence. C'est un peu la fête au village pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens du Sud, et puis les amoureux de la mer, et voilà. Je voudrais dire un grand merci au National Art Fund pour leur inestimable soutien pour ce projet de livre. Merci de m'avoir fait confiance. Et un grand merci aussi à NSIPA pour votre sponsorship et le lancement de mon livre. Merci pour le soutien continu que vous donnez aux artistes, on apprécie beaucoup. Et merci à certaines personnes, Bertrand Lestayé, Dominique Bélier, Ute Fendler, Charlotte Dottman, Ivan Soren, Caroline Assessor, et à mes amis marins pour leur aide, leur soutien et leur conseil. Et puis, sans oublier un grand merci à Gervais Lamarre qui malheureusement a un problème de santé, c'est le charpentier marin qui n'a pas pu venir ce soir. Donc, je vais essayer d'expliquer au mieux toutes les étapes. Je vais fait un petit diapo de photos des étapes de la construction parce que je pense que c'est intéressant de voir pour de vrai comment ça se passe et je vais essayer de commenter le mieux que je peux. Je suis plutôt observateur de cette histoire, mais avec mes amis, j'ai essayé de comprendre tout cela. Alors, la personne qui a fait ma préface, Ute Fendler, qui est universitaire en Allemagne et qui a l'air de connaître bien les pirogues parce qu'elle a habité en Afrique pas mal de temps, a trouvé une phrase qui, je trouvais bien trouvée. Elle a dit qu'avec ce livre, avec les dessins, le geste de l'artiste a rejoint le geste de l'artisan. Et elle me fait grand honneur parce que j'avais la marque et pas n'importe quel artisan. C'est vraiment un charpentier de haut niveau. Peut-être qu'il est le meilleur. Moi, je trouve qu'il est le meilleur. Alors, voilà. Donc, je vais essayer d'expliquer au mieux ce que j'ai observé. Alors, pourquoi j'ai fait ce livre? Pourquoi j'ai dessiné les pirogues? Pour résumer en quelques mots, en fait, dessiner un bateau est un peu à la recherche de son dynamisme, de cet élan, de sa propulsion. C'était une forme que je cherchais dans l'abstrait depuis longtemps. Alors, j'ai préparé quelques petites photos pour vous. Pour vous montrer, il y a l'une d'elles est là. Et vraiment, je cherchais une forme abstraite de cela. Ça ne paraît pas. Ah, voilà. C'est pas pourquoi ça ne paraît pas. Quelqu'un de la maison pour venir. Ça attire les demoiselles. Ils sont nuls en hauteur plus ça. Non, je ne vois. C'est là, mais Mégane? Oui. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur. D'accord, voilà. Alors, je vais vous montrer rapidement quelques formes un peu farfelues où j'essayais de trouver cette propulsion, un souffle. Voilà. Deuxième essai, troisième essai. Ça remonte à longtemps en fait. Là, et celui que vous voyez là. Et encore un, et encore un. Tout ça s'appelle force de vent, souffle et propulsion. Et puis, voilà, j'ai eu l'occasion de venir dessiner au chantier. En fait, ça c'est la maquette de cette pirogue faite par Gervais Lamarre. Donc, comment ça se fait que j'ai atterri à ce chantier? D'abord, il faut que je vous dise que mon père était marin. Et il était aussi un fervent brigadier de Maillebourg, très fier. Donc, on était en Afrique du Sud, on avait immigré, et toute ma vie, j'ai entendu parler des pirogues, des photos, de Lavon, des photos partout, de ce magnifique site. Donc, quand je suis venue habiter à Maurice, mon père m'a présenté à Gervais, et j'ai commencé à dessiner les pirogues il y a très longtemps déjà. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait cette histoire de chercher cette forme dynamique. Alors, la forme la plus logique, c'est de dessiner la pirogue, bien sûr. Donc, et le titre, au fait, quand vous naviguez, quand vous êtes dans une pirogue en bois, c'est tout autre chose qu'une pirogue en fibre de verre avec un moteur. Vous êtes vraiment dans le vent de l'arbre. Alors, je voulais vraiment dire que c'est un souffle qui est transmis de l'arbre par l'homme au bateau. Voilà, c'était ça mon idée. Donc,
voilà le début de la construction. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais ça c'est l'acquis. Et dès le départ, pendant toute la construction, la chose la plus importante, c'est l'écoulement du bateau, de l'étrave à l'arrière du bateau. Donc déjà, je pense que c'est considéré comment le bateau va couper l'eau, comment tout ça va se passer. Voilà, en vrai, la photo. Vous allez remarquer qu'il y a 3 pièces derrière. Ça, c'est l'acquis. Donc, c'est fait d'une façon très spéciale. C'est la petite pièce qui est insérée. Alors, ça va être l'étrave. En fait, c'est fait d'un bois de jacquier. En fait, ça, c'est la racine. C'est la partie de la racine. Ce qu'il faut faire attention avec ce bois, il est robuste et léger, mais pour garder sa force, il faut suivre la veine. Donc, au fait, ils ont regardé le bas de l'arbre avec sa racine, et ce bout entièrement va devenir l'étrave. Voilà, au chantier, sous bois, en attendant de construire. Ça, c'est le sol, où il y a 3 rails qui ont été coulés dans le béton, donc c'est bien solide, bien stable, et dessus, on va construire la pirogue. On le garde bien solidement mise là pour que ça ne bouge pas de derrière, devant et en transversalement. Donc il est bien stable, il ne va pas bouger. Voilà, là c'est le dessin de l'acquis avec l'étrave derrière et les tambours qui est l'autre bout là-bas. Difficile d'imaginer comment tout le reste va rentrer dedans. Voilà, donc c'était difficile de prendre les mesures, dessiner ce truc tellement abstrait déjà. Voilà, en vrai. Et la première bande centrale sont posées, voilà. Et tous les 10, et déjà on a une idée de la forme du bateau. Et déjà je trouve que c'est un dynamisme, et déjà j'ai vraiment envie de dessiner. C'était un de mes premiers dessins, avec juste l'élan du bateau, ça se voyait déjà, c'était formidable. Là, on voit les traverses entre les deux côtés. C'est pour garder les morts maîtresses. Et les morts maîtresses que vous voyez là, bien en place pour que ça ne bouge pas. Et on voit un plomb dans le milieu qui garde la symétrie du milieu. Voilà, encore la même chose. Sur le chantier, c'est Gervais qui est en train de manipuler ce qui va devenir un membre. Ça, c'est de l'arbre du Jacques. Et donc il a bien calculé quel bout va devenir quel membre. Le site, un rêve, avec le barrachat devant, un endroit idéal pour mettre son bateau à l'eau, c'est protégé, c'est juste formidable. La rampe est juste devant le chantier. Voilà, j'avais. Ce qu'il fait là, en fait, la tige en métal, c'est un gabarit. Donc, il prend ce gabarit et il fait les membres avec ça. Et puis, il le repose. Voilà, il est en train de le préparer. Il repose pour voir que ça rentre bien. On a juste l'extérieur de cette forme. Alors là, toute l'équipe du chantier est en train de regarder la forme du bateau. Comment l'écoulement va se faire, comment est-ce que l'étrave va fendre l'eau et comment la sortie va se faire par derrière. On fait très attention qu'il n'y ait pas que ça ne cale pas, qu'il n'y a pas des turbulences. Donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est que l'avant du bateau, si c'est cintré, ça va faire des turbulences. Et donc ça va caler le bateau et donc ça ira moins vite. Voilà, j'ai bien compris. Je vous invite après de participer et d'ajouter les choses et tout le monde qui est connu. Voilà, encore. Donc on regarde vraiment, on est en train d'étudier sa forme. L'installation, voilà, une belle lumière. Ça, c'est mon dessin, donc des membres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai bien regardé les cas des membres, comment ça se positionne. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ça commence dans le milieu, mais ça va progressivement vers l'arrière et vers l'avant simultanément. C'est pour garder, je pense, je ne suis pas trop sûre en fait. So, là, il va falloir qu'on aide. Donc voilà le dessin. Donc sur pilotis, pour garder ça bien solide pour que le bois ne travaille pas, parce que tout ça, ça veut hisser, pousser. Et remarquez que les traverses en haut,
pour garder les membres bien en place. Donc le chantier, bien simplement, la table est juste à côté. Et là, on commence à border le bateau, c'est-à-dire on met les planches, on est en train de le fermer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas travailler qu'un côté, finir et puis faire l'autre côté. Non, parce que l'aborder, la planche exerce un très grand force. Et ça risque de déformer le bateau. Si on fait juste un côté, ça va peut-être partir comme ça. Donc, on fait un côté, numéro 1, numéro 1, numéro 2, voilà, vous avez compris. Voilà, tout bien serré, les trois traverses encore là, pour tenir tout ça en forme. Les maîtresses, ça avance, les membres, voilà, une petite pause. Voilà, j'ai fait un dessin. Ce que je trouve fascinant, c'est que, là vous voyez bien dans un dessin, c'est que tous les membres dépassent par en haut. C'est pas préalablement coupé, ça va être taillé après. Pareil pour les traves, pareil pour la quille derrière. Les choses vont être affinées et ajustées sur place. Je ne sais pas si les autres chantiers font ça comme ça, je ne suis pas sûre. Là, mon petit travail, un dessin de ça, on commence à mettre les planches par en haut, on commence à border par en bas. Voilà. Alors ce dessin-là, j'ai fait pour les varans. Alors les varans, c'est le bout qui est ajusté juste à côté du membre maîtresse pour la solidité du bateau. Au fait, ce que j'ai compris, c'est que la solidité du bateau dépend des varans, des serres qui est tout le bord et des bancs. Et ça, on va voir plus tard. Le site magnifique qu'attend. Voilà, on est en train de fermer le bateau. Un petit dessin. Donc, la soulier d'un côté. On voit un petit chien qui traîne par là. On est en train de fermer le bateau. Alex, yes. Quel est le délai de temps là où on est là maintenant depuis le début, à peu près? Combien de temps ça prend pour arriver jusque-là? Alors, ça a commencé en octobre 2019 et là on est en novembre. D'accord. Donc ça va assez vite. Ça va assez vite. En fait, au moins que je me trompe, je crois que ça prend 3 mois. Ouais. Mais là, comme il y avait le Covid, et le repas chaud, ça a pris 1 an. Il y a une coopération du bois aussi avant. Oui, il y a ça aussi. Oui, Marcel connaît beaucoup plus que moi. Voilà, on est en train de fermer le bateau. À force d'homme, hein, parce qu'il faut plier, il faut épouser la forme du bateau. Un petit dessin. Le chantier. Le site. Voilà, ça avance. On voit que ça se ferme. Toujours basculant d'un côté à l'autre. Voilà les dernières planches. Moment très très important, très excitant. On bascule. Petit dessin des hommes qui sont appuyés, qui sont vraiment impliqués, ils sont à plusieurs en fait. J'avais sa famille, ses frères, les amis, les enfants qui passent. En fait, j'ai fini par dessiner avec les enfants, c'était formidable, un peu tous deux, mais ils sont venus dessiner avec moi et c'était un super moment. Voilà la dernière planche. Alors, j'avais très fière qu'il a préparé la planche exactement comme il faut, et ça rend exactement pile poil. Très content. Là, petit coup de marteau. Quand même, je vois un tout petit ajustement. Et voilà, on le met en place. On regarde l'intérieur. Je ne sais pas trop ce qu'ils font là, mais je vais juste donner une photo. Petite pause. Et là, il y a une espèce de canne, là, je suppose, pour tenir la dernière planche bien en place jusqu'à ce que ça sèche. Voilà. Petite discussion autour. Vraiment une très belle équipe. Un super vibe autour de ce chantier, les gens qui passent, des commentaires, la famille, les voisins. J'ai beaucoup de chance, c'était pas juste dessiner le bateau, c'était tout ça aussi. C'était une très belle expérience pour moi. Alors là, je commence le bateau est complet et je peux vraiment voir sa forme en complet. J'ai dessiné beaucoup de bateau, voilà, juste à ce moment-là. Alors là, on est en train de mesurer les traves pour voir où est-ce qu'on va le tailler. Bruno, le frère de Gervais, qui le taille. Voilà, on a coupé tous les membres maîtresses, tous les membres qui dépassaient par le haut, et on va le faire de l'autre côté, je suppose. Voilà mon dessin sans tout ce qui dépasse. Voilà le bateau. Et là, je commençais vraiment à vouloir dessiner
sa puissance, son élan, son souffle. En fait, vraiment, là, ça commençait vraiment à chanter pour moi. On le ponce. Une photo de le vernis époxy à l'intérieur. Alors là, on prépare le plat-bord, donc c'est les serres. C'est doublé pour plus de force. Et sur lequel va être le petit pont, le plat-bord. Voilà, ça c'est le pont. Voilà. Alors, oui, le site. Alors, à l'envers, maintenant on va travailler la quille. Donc maintenant on voit la forme complètement différemment. Bien sûr, il fallait que je dessine ça. Et voilà, à l'envers. Voilà, ça c'est la quille, la maman la quille. Donc c'est la première quille que vous voyez là. Et on va ajouter la fausse quille. Pas encore taillée derrière, à la manière. Et là, on va l'arrondir. On a affiné les graves. Et là, je commence à voir qu'elle prend beaucoup de puissance. Donc ça, c'est le vernis qui fait relever le bois, la laine du bois. Et je me demandais s'il allait vraiment le teindre, dommage. Voilà. Donc elle consomme vraiment beaucoup de puissance. Elle me fait penser à une créature marine ou une torpille ou quelque chose comme ça. Donc je dessine plein de dessins. Je m'imagine que c'est autre chose qu'un bateau. Alors là, vous voyez à l'avant, c'est le banc à coulisses. Là, on va mettre le mât. Et d'après ce que j'ai compris, j'avais peut-être un des seuls qui prend la peine de faire un banc à coulisses. Donc on peut mettre le mât plus en avant, plus en arrière, dépendant des circonstances. Alors ce dessin, j'avais m'a expliqué, moi j'étais en train de dessiner, il y a un petit dessin en haut là-bas. Il m'a expliqué la flottaison, que la forme de l'arrière du bateau, on voit que c'est, j'espère que j'ai bien compris, la forme abrupte du flanc qui rejoint la quille, elle a la flottaison. Et puis une autre chose très très importante, c'est que les membres du milieu jusqu'à l'avant sont la même forme. Donc ça garde le feeling. Il n'y a pas de c'est pas incurvé, et donc c'est ça qui, pour les coulements, pour que les coulements se fassent au mieux. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué là. J'ai écrit ça dans le livre, c'est mieux dit. Voilà, alors j'ai pris des photos de la forme du bateau qui est absolument magnifique. Tous les angles, l'intérieur, voilà le banc à coulisses, et on l'a peint, donc dans cette belle couleur grise. On a mis le mât et le beaupré devant. Voilà. Installé, le rudder. Gouvernail, pardon. Voilà. Alors je prends plein de photos parce que je cherche toutes les formes, tous les angles. Alors là, le Wakasho, donc on a mis le bateau à terre, posé à l'arrière quelque part. Et voilà, sa première sortie. Donc j'étais là, heureusement. Je lui prends quelques photos. Magnifique, elle a pris ses ailes. Au chantier, et là on prépare la première régate. Et juste la veille, on ajoute la quille de régate, donc encore plus de profondeur. Et voilà. Se prépare pour aller à la bataille, le départ, et ben voilà. Et on a suivi dans un dessin de régate. C'est à gagner pour moi. Bravo. C'est le nom que le charpentier donne. Il a aussi Merci Alix de nous avoir fait voyager pendant quelques instants. Et je souhaite vraiment que vous ayez quelqu'un à dû filmer tout ça. Ça peut faire l'objet d'un très bon documentaire entre... Aïe, c'est dommage. Si on avait filmé, on aurait pu avoir 27 minutes de documentaire pour la construction d'une... On va recommencer une autre période. On fait quelque chose associément des photos. Alors, peut-être, oui, avec les photos. Tout à l'heure, je demande à Marcel Nzenoué, qui est un capitaine lui aussi, parce qu'il écume le lagon du Sud pratiquement tous les jours avec son bateau écologique. Et
partager un peu ses expériences dans cette. Alors moi, je suis. Alix est venu me voir, donc. Ce qui est comique, c'est que quand vous avez fini votre bateau, moi je connais, j'avais la marque de. Bon, d'abord, comment on est en arrière, parce que la régate et le bateau, Espérance, était à 50 mètres de l'arrivée quand il s'est pris dans une côte de bouée. Donc l'autre est passé dessus. Et le tu prends le micro en main, non? Allez, bon, allez. Donc ça c'est intéressant. C'est un très très beau bateau. Malheureusement, il n'y a pas assez d'occasion de le mettre en avant parce que les régates aujourd'hui c'est un peu une peau de chagrin. Mais moi je connais GRV depuis plusieurs années, on a fait plusieurs régates ensemble. Il a organisé tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai toujours voulu pérenniser son chantier. Le problème qu'il a, c'est que il a son frère, ses fils, ses neveux, qui sont tous à travailler avec lui, mais qui n'ont pas de travail parce que ils sont pris par les hôtels, etc., etc. Donc là, il y a un bateau, il y a un autre qui vient. Donc, moi, mon souci, c'est d'essayer de pérenniser ce chantier. Donc, on a eu la chance que, après que ce bateau, juste après, nous, on a eu, avec Spez, j'avais conçu un bateau zéro pollution, moteur électrique, panneaux solaires, etc., etc. Et au lieu de Pierre Sénèque, qui a fait 350 bateaux dans sa vie, il a 89 ans quand je l'ai vu, je lui ai dit tu vas construire un bateau, il m'a dit non, je vais mourir bientôt, il dit non, tu vas construire un bateau. Alors. Et ce qu'il a fait, hein, c'est il a mis de côté son oxygène, etc. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Et alors, juste après que vous avez dû voir sur le chantier, il n'y avait qu'une petite voile là-haut. Hein, il n'y avait rien. Donc, nous, on a eu Gaëtan Langlois qui était membre fondateur, le fondateur de Spez. Et juste avant, il écoute ton idée du bateau électrique, c'est formidable, on va le faire. Et malheureusement, il est mort avant d'avoir pu voir le bateau, mais son épouse Elena est venue sur le bateau. Malheureusement, elle est décédée aussi l'année dernière. Donc, ce bateau que nous avons construit, au lieu de commander une coque en fil de verre, en aluminium, j'ai dit, bon, je vais faire travailler ces gens. Donc, ce qu'on a fait, on a pris un conteneur, on a installé GGAV, on a fait une structure en métal avec un gros prélat. Donc, on a créé ce que vous voyez là, on a créé un autre chantier, mais pour gros, notre bateau à 30 mètres de long, hein, c'était une grosse affaire. Et donc, Wakasho est arrivé, les hôtels fermés, donc tous ces neveux ont travaillé sur le bateau. Et c'est ça la beauté, donc on a continué à faire pendant plus d'une année. Ils ont travaillé jusqu'à puis Wakasho est arrivé, Covid, etc. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, comment pérenniser ce bateau? Il faut trouver quelque chose d'intéressant. Alors, cette année-ci, c'est le 70e anniversaire, je crois, du lycée La Boudonnais. Et vous avez rencontré le président de l'association de Marie de la Boudonnais à sa visite ici, dernièrement. Donc, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que, bon, on parle de Marie de la Boudonnais quand il est arrivé ici comme gouverneur en 1834. Mais c'est qu'en 1723, il était un jeune matelot, mais un jeune officier sur un des bateaux, et de la Réunion, il est venu à Maurice sur une yole. Alors, qu'est-ce qu'une yole? Une yole, c'est une espèce de grande pirogue avec 10 rameurs et aussi des voiles pour remettre, etc. C'est un fait de guerre, un fait militaire reconnu parce que c'est très difficile de venir de la Réunion à Maurice, on est contre le vent, contre le courant, etc. Donc, après, il était venu chercher un autre bateau ici pour retourner à la Réunion et il a été fait lieutenant. Donc, alors, plus loin, la gueule,
C'était tout nouveau qu'on a appris que c'était une gueule. Mais où la gueule est intéressante, c'est quand on parle de la gueule de Bantry. Il faut savoir que Napoléon, quand il, d'abord avant de s'attaquer à l'Europe, c'était un grand chantier dans la Bretagne, il voulait s'attaquer à l'Angleterre. Et il y a un Irlandais qui est venu le voir, il dit écoutez, au lieu de passer par l'Angleterre, passe par l'Irlande, c'est plus facile. Et sa flotte est partie vers Bantry. Malheureusement, il y a eu une grosse tempête et ils sont retournés. Et quand ils sont retournés, Napoléon et Jean Didier disent bon, maintenant, j'oublie l'Angleterre, il a tourné son attention à l'Europe. Mais plusieurs années plus tard, ils ont découvert une yole, donc c'est une yole de Bantry, dans une caverne en Irlande, qu'ils ont reconstituée, et c'est dans le musée maintenant là-bas. Et il y a un monsieur Cadoré qui faisait chasse-marée, que j'avais rencontré à l'époque, de Péanou, etc., et qui a fait la promotion de la sauvegarde du patrimoine maritime français. Donc c'est-à-dire commencé avec tous ces bateaux mesquins, etc., en France. Et ce qu'il a l'idée de faire, c'est de créer une association des gueules de Bantry. Donc aujourd'hui, il y a 90 gueules de Bantry dans le monde, dans 35 pays du monde, et il y a des compétitions internationales tous les 2 ans. Alors, mon idée, c'est d'essayer de créer une association de sauvegarde du patrimoine maritime mauricien, de trouver des fonds pour construire une gueule chez GAV, naturellement. Et une fois une gueule construite, on peut envisager d'avoir d'autres sponsors, les 1, 2, 3, 4, 5 gueules, avoir une compétition entre nous-mêmes ici, et puis éventuellement participer aux activités internationales. Une bonne promotion pour Maurice. Maintenant, aux autorités d'essayer de suivre le guide. Mais je lançais cette idée-là, voir ce qu'on a vu. Ça donnerait du travail continu à ce chantier. Ça continuerait, on sentirait encore les cocos, on sentirait encore le bois pendant les années à venir. Voilà. Dans le bois. Il nous reste encore un peu de temps. Alors, si quelqu'un veut faire un témoignage ou peut-être poser 1 ou 2 questions à Alix, pas de problème, vous levez le blanc, vous levez le micro. Oui. Fabrice. Oui, d'abord, je voudrais féliciter Alix pour son œuvre, parce que quelque part, c'est pas uniquement du présent, c'est surtout du futur, parce qu'il y a beaucoup de transmission qui va se faire à travers ce bouquin. Et un point très important, j'ai eu la chance de connaître GAV et d'avoir côtoyé un petit peu le chantier dans ma jeunesse, c'est que tout est fait d'une façon empirique. Les gabarits, il n'y a pas de plan avec des grandes mesures ou quoi que ce soit. Tout est fait au feeling avec des gabarits et cette transmission du savoir est vraiment, vraiment très importante. Et c'est pour ça que Alix vient épauler, en fin de compte, l'œuvre de GAV et j'espère, comme Marcel l'a dit, qui pérennise quelque part et péature ce côté vraiment artisanal, mais avec un côté très pointu. Alors, le fait est aussi, pour revenir à ce que Marcel vient de dire, Michel Cadoré, de la revue Chasse-Marée, basée à Douarnenez, on a eu la chance, avec un ami très proche de Rodrigue, aussi, d'avoir été à Brest 2000 avec 2 pirogues Rodriguez. Donc, les pirogues Rodriguez n'ont pas les 2 bouts pointus. Donc, c'est quelque chose aussi à vouloir mettre en avant quelque part.
Et le musée de Tatiou, en Bretagne, toujours, a récupéré les deux pirogues pour être en exposition permanente pour justement le côté de la préservation de l'héritage marin. Et on avait ramené bien sûr des danseurs, danseuses et musiciens rodrigués. Ça a été une grande fête en Bretagne pour le rassemblement des vieux gréments. Donc il y a beaucoup d'événements où on peut intégrer ce monde de la voile, de la préservation de notre culture, de notre passé, de notre présent. Et je souhaiterais vraiment que l'on puisse aller créer une association. Marcel, on en a discuté depuis combien d'années pour la confiance et compagnie. Et que quelque chose se fasse, comme tu l'as si bien dit, tu as beaucoup de gens du Sud qui sont derrière toi, Alix, et nous sommes tous portés vers cette dimension de préserver notre patrimoine marin. Merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a... Quand on voit justement les planches, il y a beaucoup de constructeurs qui passent les planches à la vapeur pour faire ils dessinent ça, ils dessinent la courbure. Donc, quand ils passent, ça part comme ça, c'est incroyable, incroyable. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de plan, c'est vrai ça. J'ai pris les mesures, après j'ai fait un plan. Avec l'aide de Gérard. Mais si tu essaies de le construire, il ne sera pas parfait comme il l'a fait lui. C'est pas un manuel pour construire la planche, ça c'est sûr. Bon, voilà, et nous sommes arrivés à la fin.